Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, André Bois ne sera pas là, mais rassurez-vous, il nous rejoindra demain. Je commencerai avec ce phrasé de cette grande dame, Madame la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, nouvellement élue aujourd'hui. Elle l'a dit, et en substance, nous sommes nombreuses qu'on n'attendait pas au sommet. Nous sommes nombreuses à être parties de zéro pour être là aujourd'hui. Oui, chacun dans la vie a un sommet en fonction de son histoire et en fonction de son parcours. Quelle belle phrase. Histoire de vous motiver là où vous êtes. Vous pouvez aussi atteindre les sommets, vos sommets désirés. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est le Grand Talk sur Live TV. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. On ouvre avec voilà, cette grande célébration que nous avons eue, le Sahara. Mais avant, permettez-moi de vous présenter nos deux amis qui vont démarrer avec nous. Et Daouda et Élisée nous rejoindront juste après. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là, Herman. C'est moi qui te remercie. Sarah. Bonsoir, bonsoir Christelle. Bonsoir, Tout en beauté, comme d'habitude. Merci de vous-même. Et en face de vous, chers amis, nous avons donc commencé... Enfin, vous comprendrez bien que je commence par la dame en rouge, comme moi. Il s'agit de Madame Akissi Koné. Vous êtes directrice commerciale et région et projets spéciaux de Vaudou Communication, directrice commerciale du Sahara. Et à votre droite, je crois, à votre droite, nous avons donc Monsieur Jean-Jacques Couchot, des établissements Bouchard Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier prix d'excellence du tracteur le plus performant. Et à côté de Madame, à la gauche de Madame, ici nous avons donc Monsieur Karim Berthet, directeur de la transformation, coordonnateur adjoint transformation PPCA. Bonsoir encore une fois, merci d'être là. Merci. Le Sahara a refermé ses portes. Sahara, donc on va dire bébé de Vaudou. Mais l'histoire démarre en 2014. Vous êtes approché par le gouvernement pour vous présenter l'idée de reprendre le Sahara. Oui, on revient un peu sur ces pas-là. Tout à fait. Donc, merci pour l'opportunité déjà de pouvoir un peu parler de l'historique de ce très, très, très beau salon. En fait, en 2014, effectivement, cela faisait à peu près 15 ans que le Sahara était à l'arrêt, après 2 éditions, en 1997 et en 1999. Donc, le Sahara donc, a été, si je peux m'exprimer ainsi, relancé par Vaudou dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, avant qu'Herman ne réagisse, comment on y croit? C'est un projet, vous auriez pu dire non, ça ne nous intéresse pas, on n'y croit pas. Comment on croit à investir dans ce Sahara? Déjà, c'est vrai que c'est un gros challenge. On entend par partenariat public-privé un autofinancement du salon. Justement. Donc, on y croit aussi quand même parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays agricole, déjà tout simplement. 60-70% des activités lucratives tournent autour de l'agriculture. Donc, il fallait relancer ce salon absolument. Et vous avez osé? On a osé. Avec le sourire. Et surtout, je tiens encore à remercier donc, notre directeur général, M. Fabrice Sawagnon, qui vraiment a toujours été visionnaire. Et là, pour le coup, a été il y a cru et nous sommes là aujourd'hui. Exactement. Très bien. Herman, question? Ma question d'abord à Mme Akissi Koné. Comment est-ce que Vaudou parvient à sortir Sahara après 15 ans de sommet, on pourrait le dire? Quelles sont les astuces que vous avez explorées, puisqu'on voit ce Sahara-là qui rassemble tout le monde, tout ce beau monde aujourd'hui? Au tout début, il faut reconnaître que donc, les ministres nous ont beaucoup aidés, le gouvernement aussi, justement en nous communiquant leur vision, dans un premier temps. Donc, il fallait que ce soit un grand événement, un événement sous-régional et un événement international. À partir de là, il nous a fallu aussi chercher un endroit où pouvoir accueillir ce grand salon, tout à fait.
Et là, on a été donc les premiers à proposer donc, au gouvernement de Côte d'Ivoire de le faire à l'actuel parc des expositions. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était vraiment un espace qui était, je dirais, en jachère. C'était un marécage, on va dire, tout simplement. Et donc, avec l'aide, encore une fois, du gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons pu réaliser ce salon sur cet endroit, qui a demandé pas mal de travaux de remblai notamment. Quand vous parlez de l'aide du gouvernement, on voudrait bien prévoir, le gouvernement vous a trouvé le financement ou c'est vous qui avez trouvé le financement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la contribution du gouvernement? La contribution du gouvernement, c'est vraiment déjà la stature apportée au salon du fait de la présence et du parti pris du gouvernement, tout à fait. Mais c'est surtout au niveau scientifique aussi. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le Sahara s'autofinance. Pour sa très grande majorité, en tout cas. Comment Alors, les Ivoiriens comprennent ça? C'est-à-dire que moi, je suis la directrice commerciale, en particulier du Sahara. Donc, c'est moi on trouve avec mon équipe les financements pour pouvoir réaliser le Sahara. Okay. Très bien. Alors, Sarah, une question à M. Couchot ou à M. Berthet, qui, je rappelle, est ici au nom du Conseil du coton et de l'anacarde. Oui, tout à fait. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a de grandes ambitions en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agriculture et notamment au niveau de la transformation. Et comme on le dit souvent, on doit avoir les moyens de notre ambition. Et les équipements, les machines, les tracteurs notamment, sont des outils qui sont absolument importants et qui doivent être adaptés au terrain et au climat en Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais juste savoir, peut-être pour vous, Monsieur Couchot, quelles sont vos ambitions et votre stratégie en Côte d'Ivoire à travers Bouchard Côte d'Ivoire, dans ce contexte-là de transformation. J'ai bien compris votre question. Alors en fait, notre stratégie, moi en tant que directeur de Bouchard Côte d'Ivoire, notre stratégie, elle est d'abord dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de s'installer dans l'autosuffisance. Donc pour cette raison, notre stratégie est certes de vendre de la machine, mais avant tout d'être en conseil, en amont de la machine, et puis en aval, d'être dans l'accompagnement et dans le transfert de savoir-faire. Et de ce fait, on ne vend pas que de la machine, on accompagne complètement notre clientèle, quelle qu'elle soit du niveau de la coopérative, qu'elle soit du domaine privé ou quel que soit du domaine grand compte. L'autre facette de la stratégie, c'est d'être également sur une position où on innove. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du machinisme à la Côte d'Ivoire en se disant, bon, on va faire des tracteurs, des moteurs adaptés au carburant, avec des boîtes de vitesse adaptées. Bien au contraire, certes, on est sur ces contraintes qui sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement des machines sur l'ensemble du pays, y compris sur la sous-région, parce que nous vendons également sur la sous-région. Mais il s'agit aussi de respecter, si vous voulez, le travail de l'agriculteur, de l'exploitant, et de lui offrir le meilleur matériel possible et qui tend vers l'innovation. La preuve en est, c'est qu'actuellement nous sommes sur un pilier avec nos drones, de façon à pouvoir faciliter la dimension du terrain, mais également le traitement des exploitations. Et puis, l'autre domaine sur lequel nous sommes, c'est la transformation des aliments. Donc, on transforme des aliments pour le bétail, pour les ovins, pour les caprins, mais également pour la volaille. Donc, on est vraiment sur la logique, en fait, qui est définie par le gouvernement, mais également dans la logique également d'autosuffisance et d'avancée technologique. D'accord. Jean-Jacques Couchot, vous êtes là, c'est-à-dire que Bouchard est installé en Côte d'Ivoire depuis 10 ans, disons. Alors, oui, c'est ça. Vous êtes là. On constate que l'agriculture ivoirienne, les agriculteurs, les cultivateurs, les paysans et autres, ils sont encore dans le manuel. Qu'est-ce qu'on peut se demander? Qui achète, vos tracteurs, qui mécanisent cette agriculture? Alors, si je puis me permettre, cher monsieur, il est vrai qu'encore l'ADABA existe. Et donc, je suis d'accord avec vous. Mais depuis 3 ans, l'évolution est quand même très importante et la motorisation et la mécanisation est tout à fait d'actualité. On ne vend pas que du tracteur, c'est-à-dire qu'on s'adapte véritablement aux besoins, mais également au domaine financier. On vend du motoculteur, mais on vend également de plus en plus également de la petite machine qui est adaptée aux femmes, de façon à éviter la pénibilité au champ, parce qu'on la prend en compte, mais également aux hommes, de façon à ce qu'il y ait un budget équilibré au moment où eux-mêmes travaillent. En fonction des moyens de chacun. Comment? En fonction des moyens de chacun. Exactement.
Exactement. Très bien. Alors, Monsieur Berthet, vous êtes meilleur stand institutionnel de toute catégorie. Je rappelle que notre Monsieur Couchard, ici présent, a été le premier prix d'excellence du tracteur le plus performant. De bonnes nouvelles donc en perspective pour les agriculteurs ivoiriens. Vous avez été le meilleur stand institutionnel et toute catégorie. Comment est-ce qu'on se prépare pour avoir ce titre-là? Est-ce que quand on va à ce type de salon, on se dit il faut que je parte gagner un prix, ou on se dit je vais essayer de montrer ce que je sais faire? Bien, merci. Je dois préciser que nous avons deux prix. Le prix du meilleur stand institutionnel et ensuite le prix du meilleur stand toute catégorie. Comme Akissi le disait tout à l'heure, nous avons quand même une certaine expérience avec le SARA, et qui est aussi un salon qui est plus ou moins, j'allais dire, similaire au CIETA que nous organisons. Et donc, chaque fois qu'on vient à ce genre de salon, étant donné que nous portons deux produits qui sont, nous occupons de deux produits, à savoir le coton et l'anacarde, qui sont des produits très très importants pour la Côte d'Ivoire. Nous nous donnons tous les moyens pour que ces produits-là soient vus sous le meilleur angle. Et ce que vous avez vu pendant les 10 jours, ça a été l'objet de beaucoup de travail en amont. Mais ce n'est pas que le physique que vous avez vu, c'est aussi tout le contenu que nous avons donné au stand. L'animation qu'il y avait au stand a fait la différence. L'animation a fait la différence. La disponibilité des premiers responsables, vous avez dû voir que monsieur le directeur général du Conseil du coton Anacarde, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, était là lui-même pour recevoir les visiteurs, échanger. Vous avez dû voir aussi que grâce au contenu que nous avons pu créer, nous avons reçu énormément de visiteurs de toutes catégories, que ce soit les élèves, que ce soit les simples passants, mais aussi les institutionnels. Vous avez vu de belles images de nos premières autorités, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et aussi de madame la désormais présidente du Sénat, de belles images où, accompagnés du ministre canadien, ils se sont prêtés au jeu de participer à notre séance de cooking show. Et je ne pense pas que beaucoup de stands aient eu ce privilège-là. Ce qui a fait la différence. C'est des choses qui ont fait la différence, sans compter que quand les visiteurs venaient sur nos stands, ils avaient à boire, à manger, à regarder, et voilà, sur nos stands. Sarah? Oui, Monsieur Berthet, j'ai une question pour vous, justement. Bon, j'admire beaucoup le travail que vous faites dans le secteur de l'anacarde, justement, à travers le conseil du coton anacarde. La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur maintenant mondial de la noix. La transformation est un enjeu majeur. Et justement, comme on parle d'équipements, de tracteurs, peut-être que vous pourriez communiquer, mais justement, un point là-dessus, pour avoir rencontré beaucoup de transformateurs dans le secteur de la noix et de la carbe, trouver des équipements localement est un enjeu absolument stratégique, notamment quand il manque des pièces, des outils qu'on ne peut pas obtenir avec une machine qui a été fabriquée au Vietnam ou en Inde. Ça empêche certains transformateurs de travailler pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ce qui a un impact énorme sur le rendement de ces entreprises. Donc comment est-ce que vous voyez, j'ai envie de dire, les activités de la société Bouchard en Côte d'Ivoire et surtout ce service après-vente qui est primordial quand on a besoin de trouver une collaboration vue? C'est très inspirant ce que nous avons écouté tout à l'heure, mais pour dire que nous, dans le secteur de ce qu'on appelait des équipementiers, vous savez que nous, on fait beaucoup de choses aussi. Oui. J'ai parlé il y a quelques instants du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde que nous organisons alternativement avec le SARA. D'ailleurs, pour des contraintes de choses, cette année, nous avons organisé aussi en 2023, mais je crois que très bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce salon sert justement à vulgariser, à faire la promotion des équipements localement et faire en sorte que des équipementiers locaux puissent s'exprimer, des équipementiers étrangers puissent venir en Côte d'Ivoire s'exprimer et proposer leurs équipements, leurs services aux acteurs nationaux pour que l'accès à l'équipement ne soit plus un grand souci pour eux. Mais nous allons au-delà du salon. Nous organisons les équipementiers nationaux. Nous avons mis en place, on les a accompagnés à mettre en place ce que nous avons appelé la plateforme des équipementiers de transformation des produits agricoles, la Petrapassi. C'est sous notre égide et cette plateforme a été mise en place
au Centre international de technologie de l'anacarde à Yamoussoukro, qui est le CITA, qui est notre centre d'excellence. Et là où nous, toutes les questions liées à l'équipement, pas qu'aux équipements, au développement de la transformation, nous débattons de ces questions-là à Yamoussoukro. Donc cette plateforme-là existe, qui aujourd'hui fédère énormément, j'allais dire presque plus d'une cinquantaine d'équipementiers nationaux. Je crois que M. Bouchard, nous allons l'approcher s'il n'en fait pas partie. Faut qu'il en fasse partie. Oui, tout à fait. Parce que aujourd'hui, grâce donc à cet encadrement, les équipementiers locaux ont commencé à produire des équipements localement. Et d'ailleurs, nous avons, au cours du CIETA dernier, proposé aux Ivoiriens, aux acteurs ivoiriens, une ligne complètement automatisée, réalisée par des Ivoiriens pour la transformation de A à Z de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Donc, on est sur le sujet. Herman Karine Berthet, moi je veux être factuel. Hein. Le kilogramme de la noix de cajou au Canada, par exemple, c'est 30 $ canadiens, c'est-à-dire environ 15 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, enfin au niveau international sur le marché, la noix de cajou est vendue le kilogramme à environ 745 francs jusqu'à 840 francs par là. En Côte d'Ivoire, Borchamp, nos producteurs, enfin nos paysans qui travaillent sur la noix de cajou, c'est payé à environ de 200 à 350 francs, souvent même à 150 francs CFA. Quelle est la responsabilité du Conseil du coton et de l'anacarde sur ces prix-là, qui sont quand même de très loin par rapport à ce qu'ils devaient faire? D'accord. Merci, parce que ça, c'est une question qui revient très souvent. Et je pense qu'il est beau qu'on prenne le temps d'expliquer aux Ivoiriens la différence entre la noix de cajou et les amandes de cajou. Déjà, quand vous prenez la noix de cajou, il faut 5 kilos de noix de cajou pour avoir à peu près 1 kg d'amandes blanches. Ah, très bien. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes proportions. Ce qu'on vend sur les marchés internationaux, ce n'est pas de la noix de cajou, c'est des amandes de cajou. Donc, il y a un ratio de 1 à 5. C'est cela. Ce qui veut dire que si vous achetez 400 francs le kilo de noix de cajou rendu à votre usine, multiplié par 5, c'est-à-dire le kilo de l'amande de cajou, sans compter la main-d'œuvre, sans compter les coûts de fabrication, sans compter le transport. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas comparables. Sans compter que les marchés sont souvent déconnectés. Ces marchés sont déconnectés en ce sens que, comment on appelle, ceux qui sont sur les marchés produits finis ont des logiques d'intervention qui ne sont pas forcément les logiques d'intervention sur les marchés de matières premières. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre le marché des matières premières et le marché des produits finis. Et c'est en cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous nous battons. Pour faire en sorte qu'il y ait cette transparence-là dans les prix, qu'il y ait le moins de déconnexion possible entre la matière première et le produit fini. Encore une fois, qu'ils sont deux produits complètement différents. Il y a un ratio de 1 à 5. Donc, présenté tel que vous avez présenté, on a tendance à croire que c'est le même produit qui change de prix. Ça, c'est une chose. C'est pour cela que nous travaillons à mettre en place un certain nombre d'instruments de régulation du marché, un certain nombre d'instruments pour faire en sorte que le marché non seulement soit transparent, mais qu'il y ait les instruments de régulation de ce marché. Il y a, comment on appelle ça? Pour cela, nous travaillons à faire en sorte déjà que nos transformateurs et nos exportateurs soient les mieux formés possibles pour qu'ils puissent interagir sur le marché international. Et aussi des instruments comme le Conseil international consultatif du cajou, qui existent dans d'autres domaines, ou des instruments de régulation des matières premières. Donc nous travaillons à promouvoir ces instruments-là pour que ces instruments-là puissent faire en sorte qu'il y ait. Donc petit à petit, vous verrez que les produits, les pays consommateurs auront de moins en moins de mal à faire, comment on appelle, je veux dire, la loi sur les matières premières. Et on arrivera à un certain équilibre. On arrivera à un certain équilibre. D'autant plus que, de plus en plus, tous les pays producteurs se mettent à la transformation. Vendre des matières premières, vendre des matières, si vous permettez, vendre des matières premières. On aura l'occasion, forcément, mais vous terminez. Ça n'a rien à voir avec de vendre des produits industriels. Et le jour où nous arriverons à inverser la tendance, voilà pourquoi est-ce que nous fonçons sur le développement local de la transformation. Herman, pas de questions, je vous en prie, on dépose. Merci. Les thématiques sont très intéressantes. Malheureusement, l'agenda de ce programme ne nous permet pas de tirer en longueur. Nous aimerions simplement vous féliciter
féliciter déjà l'agence Vaudou parce que reprendre le Sahara, après ces années de léthargie, il fallait y croire. Encore félicitations à M. Fabrice Savoyon, directeur général de Vaudou, qui a cru... Pardon? Jean-Jacques Couchot aussi. J'arrivais à lui. Merci et surtout merci à vous, partenaires qui avez cru justement et qui croyaient encore à ce Sahara et qui revenait chaque année montrer votre expertise. Et si merci. Je peux me permettre rapidement. Juste 2 secondes. Donc, le Conseil du coton et de l'anacarde cela est avec nous depuis le début, donc depuis 2015. Ah oui. Et ne font que monter en puissance. Monter en puissance. Et puis, les établissements Bouchard. Et ça, c'est un peu spécial, c'est depuis 2017. 2017, oh, mon Dieu. Et ce monsieur n'avait pas encore de machine, il n'avait même pas de bureau en tant que tel. Et quand je suis allée le trouver, il m'a dit non, je me prenais un petit stand, vous verrez. Et voilà. Et voici aujourd'hui, il a le meilleur prix, il a le prix d'excellence du tracteur le plus performant. Est-ce que j'ai une seconde? Une demi-seconde. Une demi-seconde. Je voulais remercier publiquement et à l'antenne mes collaboratrices et mes collaborateurs qui le méritent bien et qui sont aussi le résultat de ce succès. Bah, écoutez, merci. Vous aussi, féliciter. Remercier la direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde qui n'a pas cessé de mettre les moyens à notre disposition pour que ce salon soit un grand salon. Et dire aussi que nous nous apprêtons pour notre salon spécifique à l'anacarde. Je ne sais pas si je peux dire le nom, il s'agit du CIETA. Et très bientôt, nous serons sur vos différents plateaux pour en parler. Nous allons prendre le soin de vous réinviter, bien sûr, avec la bénédiction de Mme Akissi Koné pour en parler, pour tirer et tout ça sur les thématiques. Merci. Prochain challenge pour vous? Très bientôt, normalement, le CIETA. Très bien. Et les journées nationales du chocolat et du cacao et du chocolat. Très bien. Merci en tout cas d'être venu et plein succès à vous. Nous allons parler d'un sujet d'actualité. Ça s'est passé aujourd'hui à Yamoussoukro. Voilà, son Excellence, Madame la Présidente Kandia Camara, donc a pris le lead du Sénat de Côte d'Ivoire, officiellement élue nouvelle présidente du Sénat, candidate unique. L'ancienne ministre et membre influente du RHDP a été élue en présence, bien sûr. Évidemment, ils sont venus la féliciter juste après, son Excellence le vice-président de la République, son Excellence le président de l'Assemblée nationale. Il y avait les membres du gouvernement. Messieurs et dames, vos réactions, Daouda? D'accord, je pense que ce n'était pas excellence, plutôt mais vénérable. Vénérable, pardon. Voilà, quand c'est les sénateurs. Oui, je m'excuse, c'est vénérable. Merci. Kandia Camara, comme on le sait tous, a été élu président du Sénat. Je pense que c'est quelque chose qui avait été longuement débattu, plus ou moins sur ce plateau ici. On s'y attendait pratiquement tous. Mais moi, pour ma part, j'aimerais juste m'attarder sur la carrière politique de Kandia Camara, qui, pour moi, est c'est une valeur sûre en matière de combat politique en Côte d'Ivoire ici. Elle commence déjà son combat en 90 au PDCI où elle a créé le comité de rassemblement et de sensibilisation pour les femmes du PDCI. Donc quand on regarde son parcours depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que c'est une élection qui est méritée. C'est normal. C'est normal. Et du coup, quand on a entendu son discours, je pense que tu en parlais dès l'entame de tes propos, chacun de nous a une histoire, chacun vient de quelque part. Et donc, aujourd'hui, quand on voit une Kandia Camara parler de son histoire, ça donne du courage, de l'abnégation et de la détermination à ces jeunes filles. Et je parlais dernièrement justement de Ariel Dagui-Diabaté, qui ont été des pionnières. En fait, elle fait partie de ces pionnières-là qui ont bâti l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, dans la trempe de Simone et Yvick Gbagbo, de la trempe de Ariel Dagui-Diabaté et de la trempe de nombreuses femmes, Anne Luto, et j'en passe. Et sincèrement, je suis vraiment fier quand je vois la photo. Franchement, son discours était vraiment émouvant. Très émouvant. Avant de continuer, je vous permets de revivre ces instants. Cette élection à la présidence du Sénat m'honore et m'oblige d'autant plus que, par votre choix, j'ai l'insigne honneur d'être la première femme à présider une chambre de parlement dans l'histoire de notre pays. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueuse des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. L'intérêt supérieur de notre jeune nation est au cœur de mon engagement. Je suis certaine qu'il est aussi au cœur de l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Le Sénat peut tant apporter à notre pays,
nous allons ensemble et solidairement en redonner la preuve éclatante. Waouh! Alors, elle a dit « Je considère mon élection comme un sacerdoce ». On va décrypter un peu les propos de madame. Vous donnez vos points de vue sur sa nomination et puis on fait un décryptage sur ses propos. Son élection. Son élection, pardon. Sarah voulait intervenir, mais permettez qu'Herman prenne la parole et on revient à vous. Merci. Moi, je pense qu'il a dit, c'est sans surprise, hein, quand Dia Camara est élu président du Sénat. Déjà, lorsqu'on l'a sorti, on a vu qu'elle a été désignée parmi les 33 sénateurs du président de la République. On savait, parce qu'elle ne peut pas quitter le gouvernement avec un statut de ministre d'État pour aller, surtout qu'elle avait déjà, normalement, si elle voulait quitter le gouvernement, elle pouvait aller retrouver son siège au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas surprenant. Mais on rappelle en même temps que Mme Kandia Camara, Daouda l'a si bien dit, depuis, on la connaît, c'est une femme, dans les choses politiques, c'est une femme aguerrie, même si on peut, il y a eu plein de choses qui se disaient sur sa gestion au niveau technique, mais à l'Assemblée nationale, au Sénat, encore une fois, ce n'est pas ces questions-là qu'on regarde. Moi, je voulais revenir sur même le vote. Le scrutin, on a eu 91 votes pour, contre quand même 6 bulletins blancs. Les 6 bulletins blancs, normalement, ce n'est pas des bulletins nuls, ce sont des bulletins qui sont blancs. C'est-à-dire que les sénateurs se sont levés pour aller voter, ne rien mettre inscrit sur... Je ne connais pas le message, mais on peut se dire aussi que aujourd'hui, contrairement à Oussou Jano, qui était un président élu, qui avait été élu même par... lorsqu'on élisait les sénateurs, contrairement à lui, elle a été d'abord désignée, choisie parmi les 33 du président de la République et avant d'être élue par ses pairs sénateurs. Donc cela pose aussi la question de cette, je pourrais dire, cette mainmise de l'exécutif dans une chambre du Parlement. Herman voit la mainmise de l'exécutif dans la chambre du Parlement. Élisée Boloubeu, votre point de vue sur la question. Êtes-vous en accord avec lui? Bon, ça c'est une interprétation. Moi, je ne pourrais pas dire ça comme ça. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, souvent on me le reproche, mais je dis que tant que les choses sont faites sous la base des tests de loi, moi, j'ai aucun souci avec. On peut ne pas être d'accord avec les tests, mais ce sont des tests. Et les tests donnent les prérogatives au chef de l'État de nommer qui il veut à la tête du Sénat. Donc, sur cette base-là, moi, vraiment... De nommer qui il veut sénateur et sénateur, après, bien sûr. Quel sénateur il veut à la tête du Sénat, qu'il ait été élu ou qu'il ait été nommé, ça fait partie des prérogatives du président de la République. C'est la Constitution qui lui les donne. Pour vous, ça ne doit pas faire l'objet d'une certaine... Non, les gens peuvent ne pas être d'accord, c'est normal, c'est leur droit le plus absolu. Mais comme je le dis, moi, je m'appuie sur des tests. Dès l'instant que il y a des tests, et que ce qui est fait va dans le droit des tests, moi, j'ai aucun souci avec. Ce n'est pas une même mise. On peut toujours remettre en cause, mais toujours est-il que ce qui a été fait est légal. Si la base de la légalité, moi, je n'ai vraiment pas de débat à mener là-dessus. Maintenant, sur la question de la nomination de Mme Kandia Camara, je pense que les uns et les autres ont déjà dit l'essentiel sur son parcours politique et tout ça. Son élection, vous voulez dire? Son élection, bien sûr, je vais dire, voilà. Ils sont revenus sur son parcours politique, je ne vais vraiment pas revenir encore là-dessus. La seule chose que je veux dire, je veux juste dire que dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, peut-être à raison ou à tort, le fait qu'on ait intégré un Sénat dans notre chambre est toujours perçu comme quelque chose d'inutile pour une bonne partie des Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est un défi pour le Sénat de montrer la nécessité ou l'opportunité de sa création parmi les institutions de la République. Aujourd'hui, elle a une grande mission, Kandia. Et ça, je pense que quand elle dit que l'intérêt national est au cœur de son engagement, c'est surtout ça. Montrer aux Ivoiriens qu'il était nécessaire, en plus de la chambre basse qui est l'Assemblée nationale, d'avoir une chambre haute qui est le Sénat, et que ça se justifiait. Donc là, ça va maintenant de nous montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait juste pour récompenser des amis ou des copains, mais que c'est quelque chose qui avait le droit d'être. Et ça, c'est une mission qui est très importante. Et elle a dit tout à l'heure, elle va songer au rassemblement, elle va songer à ce que ça se passe bien, et tout ça, d'accord. Mais au-delà de ça, elle doit songer à doter la Côte d'Ivoire de lois qui soient de nature à renforcer la démocratie dans notre pays. Ça, c'est ce qu'elle doit retenir, et ça, c'est vraiment important. C'est le message que moi, je voudrais laisser. Maintenant, sur la question de est-elle à sa place ou pas, comme je le dis toujours, moi, dès l'instant que les choses se font sur la base de la légalité des tests, moi, j'ai aucun souci avec. Oui, bon, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter. Tout a été dit. C'est la première femme qui est élue à la tête de la Chambre haute.
la première femme. Elle a été élue à la majorité absolue, 91 voix sur 97. Effectivement, il y a eu 6 abstentions, enfin un vote blanc. Je vois ça plutôt comme... bon, elle a une mission, elle le disait tout à l'heure, effectivement, qu'il y a ce besoin de rassemblement. Je vois un petit peu cette élection plutôt comme aussi peut-être une récompense, une récompense symbolique de son engagement politique et puis de sa fidélité auprès du Quand vous dites président récompense, est-ce que ça annihile le fait qu'elle mérite cette position, non, comme pas du Daouda l'a tout. dit? Non, au contraire, parce que c'est une question aussi de fidélité. Elle a su rester fidèle au gouvernement. Elle a eu, comme on l'a dit, plusieurs postes au sein du ministère, que ce soit au niveau des affaires étrangères, de l'éducation, etc. Elle s'est énormément engagée sur le long terme, depuis de nombreuses années maintenant. C'est pour ça que je parle de récompense symbolique. C'est plus par rapport à son engagement sans faille au niveau de son parti. Mais autrement, bon, voilà, elle a été élue pour le coup pour ce poste. Vous semblez sceptique. Daouda, est-ce que vous rejoignez non, je le scepticisme de Sarah et d'Herman? C'est leur droit le plus absolu. Mais moi, j'aimerais revenir sur un fait qui est important pour moi parce que je pense que lors de la mandature passée du président Ahoussou Jano, il n'était pas le président du Parlement, de façon globale, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du Congrès. Le Congrès, oui. Et cette année, je pense que c'est la première femme. Je pense que cet impair doit être réparé puisque le Sénat représente la Chambre haute et la présidence de base doit revenir en fait à la Chambre haute. J'espère que pour cette mandature-là, la présidence du Parlement reviendra au Sénat, surtout que c'est une femme. Ça, pour moi, c'est très important parce que les femmes aujourd'hui ont un rôle important à jouer. Quand on sait que dans notre politique nationale, le gouvernement a décidé qu'il fallait qu'il y ait un tiers des femmes qui sont dans le gouvernement, mais même quand on regarde le nombre de femmes au gouvernement, franchement, eux-mêmes n'arrivent même pas le quota n'est pas encore atteint. Mais voir des femmes à de hauts postes de responsabilité, pour moi, c'est quelque chose de très important et sur lequel il faut continuer. Maintenant, pour revenir sur la question dont Herman parlait de la même mise. J'aimerais juste dire à Herman que cette disposition, d'abord, elle est constitutionnelle. Et dès l'instant qu'on parle de la disposition constitutionnelle, la Constitution donne les prérogatives au président de choisir 33 sénateurs qui ne sont pas élus parce qu'ils ont une expertise qu'ils peuvent aller revendre au Sénat. Et donc, comme je le disais ici la semaine passée, que la personne soit nommée, qu'elle soit élue, dès l'instant qu'aujourd'hui, elle a été portée candidate pour être présidente de l'Assemblée du Sénat, moi, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, d'autant plus, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Parce qu'on ne l'a pas dit dès l'entame. C'était la seule candidature. C'était la candidature unique. Donc, si des gens pensaient qu'ils peuvent briguer cela, ils n'avaient qu'à se présenter face à elle. Herman a aussi posé le problème des 6 bulletins nuls. Comment est-ce que vous observez cela, Daouda? Non, je pense que le vote, c'est quelque chose d'assez personnel, en fait. Si je veux voter, parce qu'il y a un adage qui dit que les places les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont refusé de choisir. Ces 6 sénateurs ont décidé de faire bulletin blanc. C'est leur droit le plus absolu. Herman, rapidement, réaction. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que je m'oppose peut-être... non. La Constitution, en son article 89, indique, je vais citer, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature. En droit, on dit qu'il ne faut pas faire de distinction là où la loi n'en fait pas. Donc je ne discute même pas la légitimité ou la légalité de la position aujourd'hui de Mme Kandia Camara. Qu'est-ce qui vous gêne en ce moment? Ce que je dis, imaginons, aujourd'hui ça paraît intéressant lorsqu'on voit que le RHDP, le parti au pouvoir, a la majorité des sénateurs. Mais imaginons un schéma dans lequel c'était l'opposition qui avait la majorité des sénateurs élus au suffrage universel indirect. Ici, je donne des chiffres comme ça pour que vous puissiez voir l'exemple. On a 40 sénateurs pour l'opposition et 26 sénateurs pour le parti au pouvoir. Et le président, qui est en même temps issu du parti au pouvoir, choisit 33 sénateurs de lui. Selon les textes. Selon les textes. Ça, c'est normal, ça lui confère le droit. Mais on est en démocratie. Les 33 plus les 26, ça devient 56. Pendant que le peuple, en léguant son choix au collège électoral qui a été constitué à travers les grands électeurs, a choisi que des élus sénateurs.
Et du coup, on vient où, malgré cela, l'exécutif a encore la majorité pendant que l'opposition n'a pas. Alors, je dis, ça juste faire la précision, si tu me permets. Ce que je veux, pour terminer, c'est pour dire que ce qu'on dit, ce n'est pas que on veut que on ne reconnaît pas cela. Il faut qu'il y ait, on pense à des réformes prochainement pour qu'on puisse aller dans un environnement où la démocratie puisse s'exprimer de façon selon Herman, il faut revoir les textes. Mais en fait, il parle de revoir les textes, mais j'aimerais porter à la connaissance d'Herman que les 33 sénateurs qui sont nommés pour leur expertise, ils ne sont pas tous issus du RHDP. Il faut t'informer, il faut aller plus loin, parce que dans les personnes qui sont nommées, il y a des personnes indépendantes, il y a des gens qui sont du RHDP, il y a des gens qui sont de l'opposition. Il faut juste chercher à connaître les 33, d'où ils viennent. C'est pour dire qu'il ne choisit pas parce qu'ils sont membres de son parti. Ça aussi, il faut informer les téléspectateurs, c'est important. Voilà. On va permettre aussi à Élisée de donner son point rapidement. Du moment où ce sont des personnalités... Donc tu estimes qu'il les a choisis, donc ils ne sont plus libres de donner leur voix. Je peux terminer. Allez-y rapidement. Pourquoi alors on ne permet pas à ce que le peuple, par travers les grands électeurs, choisisse les sénateurs? Élisée, réaction. Ok, moi je pense que je comprends la position de Herman et je la partage à un certain niveau. Moi je crois que la séparation des pouvoirs voudrait que quand même l'exécutif, l'action de l'exécutif soit limitée à un certain niveau. Pour tout ce qui concerne le Parlement, que ce soit le Sénat ou que ce soit l'Assemblée nationale, logiquement c'est des suffrages direct. C'est-à-dire que c'est des gens qui décident, bon, peut-être indirect pour le Sénat, mais c'est des populations qui confèrent un mandat aux conseils municipaux qui, eux, votent les membres du Sénat. Donc, on peut dire plus ou moins c'est un scrutin indirect. Mais en l'État, Élisée, les textes. Oui, je suis d'accord avec ce que Chandré... Là où je veux en venir, je veux dire, si on veut vraiment renforcer la démocratie, il est bien quand même que la séparation des pouvoirs soit très bien proposition de révision située. Des textes. Voilà, il serait bien... Moi je trouve, comme je le dis, on ne refera pas... On ne refera pas le monde. La Constitution, certes, a été déjà votée, elle donne ses prérogatives. Mais comme je le dis, la Constitution, c'est des réflexions humaines. Elles sont donc perfectibles. Si tant est qu'on a envie d'ancrer la démocratie dans notre société, il est bon d'œuvrer à la séparation des pouvoirs. Et pour moi, la séparation des pouvoirs sous-entend donc que tout ce qui concerne l'Assemblée nationale ou le Sénat ou le Congrès soit vraiment loin de la portée de l'exécutif pour que véritablement cette partie-là joue son rôle, puisqu'il a un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Vos différents points ont été entendus, ainsi que celui de Sarah qui sourit. Vos différents points ont été entendus, mais on retient donc que notre cher vénérable, parce que Daouda me corrigeait tout à l'heure, voilà, notre chère vénérable présidente du Sénat, Kandia Camara, a été installée aujourd'hui, voilà, à la majorité suprême. Et c'est ce que l'histoire, messieurs, dames, retiendra. La pause info et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Voilà, merci d'être avec nous après la pause info avec Sharon Camara, le Grand Talk. Donc, on revient avec nos amis qui sont encore avec nous, Daouda, Sarah, Élisée, Herman. Et cette fois-ci, on va s'appesantir, voilà, on va sourire, on va célébrer avec ceux qui célèbrent, parce qu'au niveau de l'éducation nationale, des acteurs, dont 10 ministres distingués dans l'ordre du mérite, mais également des personnalités publiques, dont notre consoeur Edith Bleu-Brou, notre consoeur également directrice de Fréquence 2, Mariam Koulibaly, distinguée. Messieurs, réaction, Daouda? Je pense que c'est une très bonne initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'honorer des personnes et des personnalités qui contribuent au rayonnement de notre système éducatif ivoirien. Quand on le sait très bien que dernièrement, les états généraux de l'éducation sont sortis, je pense que tout le monde a été plus ou moins partie prenante de ces gestes-là. Aujourd'hui, on voit qu'une Edith Bleu, pour ceux qui la suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, elle va toujours relayer des informations, faire des contributions dans le sens voilà, d'améliorer notre système éducatif. C'est aussi le cas d'André Sylvain Kouna qui fait pratiquement la même chose. Et quand on voit aussi Waratou de Abou Nidal qui fait le tour de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les élèves à ne pas aller dans les congés anticipés, je pense que c'est à juste titre que ces personnes-là reçoivent ce titre-là. Maintenant, aux autres qui n'ont pas eu de prix, de travailler fort pour avoir ces prix de l'année prochaine. On n'a pas que ces personnalités-là, on a des ministres, dont les ministres Anne-Désirée Oloto, Belmont Dogo, Raymond Goudou, le ministre d'État Adjumani Kwasi Kobenon, dans Opola, les ministres Amadou Koulibaly, Amédée Kouakou. Herman, votre regard sur ces célébrations-là? D'abord, pour les ministres, ils font leur travail. Donc, on pouvait
peut-être prévoir on pourrait prévoir leur médaille pour d'autres personnes. Parce que, je veux dire, c'est vrai, on félicite ces acteurs-là qui travaillent bien. J'ai vu le confrère André Sylvain-Conan qui avait été très prolixe, qui a contribué en proposant même des solutions lors des GGNA. Je crois même qu'il avait même consigné cela dans un document pour les présenter. Donc, voilà, il y a de mérite. Je me félicite de ce que Edith Brou soit là-bas parce qu'on sait ce qu'elle fait à travers ses blogs et ses plateformes et autres, ce qu'elle fait. Il y a quand même des groupes comme J'aime la dictée, la Fondation J'aime la dictée, qui aident au quotidien à mener les gens qui discutent sur les systèmes, enfin, des solutions apportées pour apporter, des solutions apportées dans le domaine de l'éducation. Mais ces groupes-là ne sont peut-être pas... Il faut vraiment qu'aujourd'hui, là, lorsqu'on prend des acteurs, il faut qu'on fasse en sorte que ça soit le mot de choix soit... comment on appelle, soit transparent. Leur tour viendra peut-être, Herman. Oui, on dit leur tour viendra, mais souvent leur tour ne vient jamais. Très bien, merci pour votre point. Élisée, est-ce que vous êtes d'accord avec Herman ou vous partagez l'avis de Daouda qui dit c'est bien, il faut encourager parce que quand on prend l'exemple de Edith Blebrou, elle fait de très très belles choses sur les réseaux, on le voit. Même avec Abou Nidal aussi. Abou Nidal Ouaratou, André Sylvain-Conan, on a vu aussi Abiba Dambélé Sawé. Et Herman dit, bon, il y a certains aussi qui devraient être récompensés. J'ai renchéri en disant, leur tour viendra parce que, évidemment, c'est tout le monde. En même temps. Merci, Daouda. Alors, vous, quel est votre point de vue sur la question? Ok, d'accord. Moi, déjà, mes premiers mots sont des mots de félicitations à l'endroit déjà des récipiendaires, ces personnes-là qui ont reçu ces distinctions-là. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, si certaines personnes comme Herman disent justement qu'ils pensent qu'il y a certains qui méritaient et qu'il y a d'autres qui le voient et ils ne savent pas trop pourquoi, c'est justement parce qu'il y a une certaine... Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il y a justement une certaine opacité. Oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il y a des personnes célébrées qui ne comprenaient pas pourquoi? Dit ça. Bon, ok, d'accord. Il n'a peut-être pas dit ça, moi je vais l'ajouter. Il y a des gens qui sont là... C'est ce que vous dites maintenant. Donc on ne sait pas exactement leur fait d'âme. Moi je pense que, vous voyez par exemple, il y a un modèle tout à fait complet duquel on pourrait s'inspirer, le prix national d'excellence. Quand on vous dit, celui-là est prix national d'excellence de ceci, on vous dit en fait les faits d'armes qui justifient qu'il soit distingué comme prix d'excellence nationale. Et ça, c'est important. Je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que ces personnes aient été distinguées. J'ai dit tout à l'heure en entame de mes propos que je félicite et je salue cette distinction. Mais il aurait été bien, pour une question de crédibilité, de légitimation aux yeux de la nation, qu'on dise leurs faits d'armes qui font qu'aujourd'hui, ils sont à mesure de recevoir cette distinction. C'est aussi une question de transparence. Ça va permettre peut-être à certaines personnes qui, elles, ne savaient pas justement qu'est-ce qu'il fallait faire ou bien pourquoi ils sont arrivés là, de comprendre que, ah, mais effectivement, ça, c'est pas quelque chose qui s'est fait sur la base d'un copinage, d'une amitié, mais ça repose sur des faits tangibles et importants. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau de responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire, on peut se permettre de prendre des personnes qui n'ont rien à prouver, rien à démontrer? Je n'ai pas du tout ça, ce n'est pas du tout mes propos. Mais je peux vous garantir qu'il y a dans cette salle des personnes, et moi je mets ma main au feu, qui méritent tout autant, même peut-être plus que plusieurs dans cette salle, qui ne sont pas en Abidjan, qui sont à l'intérieur du pays, qui vivent au quotidien, qui réalisent des exploits pour l'éducation nationale à l'intérieur du pays. Ça viendra, non? Mais pourquoi ça viendra? Ça aurait pu commencer maintenant. Bon, surtout ne mettez pas votre main au feu, Élisée. En fait, Élisée, je pense que si tu mets ta main au feu, ta main risque de brûler. Jamais. J'aimerais juste même l'instituteur de BIP, dont on a parlé la dernière fois. C'est un modèle pratique pour être commencé. Élisée, je comprends ton désarroi, je comprends. Non, je n'ai pas de désarroi. Je veux dire que ne pas savoir que... Mais il a parlé d'un exemple assez important. Oui, c'est important, mais c'est ce que je dis tout à l'heure. Je disais tantôt, je dis, on ne peut pas célébrer tout le monde ou bien honorer tout le monde au même moment. Je rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire, c'est un instituteur qui s'est transformé en menuisier pour fabriquer des chaises. Pendant que nous y sommes, on parle du menuisier, de l'instituteur menuisier des BMP. On peut aussi parler du monsieur instituteur qui prend les enfants sous des bananiers. Donc, ça veut dire que c'est pas... Voilà, les cas sont légion. Mais justement, c'est ça qu'on devait récompenser. Élisée, permettez qu'il ait la parole. Allez-y. Voilà. L'idée, ce que je vais dire aujourd'hui, ces gens qui ont été célébrés, moi, j'ai donné, par exemple, des faits d'armes de personnes que je connais, que je côtoie, que je suis nuit et jour. Donc, je sais ce qu'ils font. Donc, sûrement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a sûrement surveillé ces gens-là nuit et jour pour voir ce qu'ils font. Je comprends et je consens avec toi que, effectivement, si on ouvre
le panel, si on ouvre des critères clairs et nets, d'autres personnes pourraient venir. Mais ils ont fait cela. Il faut d'abord le saluer et puis faire des propositions. Mais là, déjà, quand tu commences... Permettez Élisée terminer. Mais le problème, c'est que quand tu commences à nuancer et après, derrière, attaquer, je veux dire, ça ne fait pas juste. Non, pas attaquer. Mais si, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Non, mais ce qu'elle dit n'est pas juste. C'est ce que tu as fait. On revient. Sarah. Peut-être pour clôturer votre combat. Sarah, votre point de vue, est-ce que vous pensez que ce sont des distinctions méritées, que ces personnes-là ont véritablement travaillé et sont reconnues et appréciées par l'État de Côte d'Ivoire, ou comme, je prends l'expression d'Herman, ou comme ceux d'en face, vous estimez que non, c'est un peu opaque et qu'on a l'impression de choisir ses amis, pour reprendre leurs propos, Sarah? Oui, alors peut-être revenir aussi sur ce type de reconnaissance existe un peu partout, notamment en France. Et peut-être pour répondre à certaines des questions posées ici, il y a principalement 2 conditions. Et qui, c'est vrai, je l'avoue, reste quand même assez générale. La première, c'est d'exercer pendant au moins 10 ans dans une fonction de service public, privé ou militaire, des activités dites distinguées. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça reste encore assez vague. Et puis surtout, ne pas avoir de casier judiciaire, voilà, c'est la base. Donc, une fois qu'on se base sur ces 2 critères, qui restent quand même assez subjectifs, on nomme effectivement des personnes sur la base des travaux qu'ils ont faits et leur mérite, etc. Vous saluez cela? Donc, oui, effectivement, je le salue. Après, bon, je ne pense pas que c'est peut-être le moment de critiquer aujourd'hui ceux qui l'ont reçu. D'autres auraient dû en recevoir parce qu'on estime qu'ils ont fait des travaux qui sont, voilà, en tout cas, diriger, c'est aussi transgresser des règles. C'est frustrer des gens. Je sais qu'il y en a qui sont frustrés. Félicitons en tout cas ceux qui ont Merci beaucoup, messieurs. Non, il y a d'autres sujets 30 secondes. Non, tu ne peux pas avoir droit à 30 secondes. Juste expliquer que non, on ne fustige pas. S'il vous plaît, la parole revient à moi. J'ai la parole et je la garde. Et on change de sujet. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui ont été... Bravo, lauréat, bravo. Non, mais Élisée Volubeau... C'est un mauvais perdant. Mais vraiment. Nous saluons tous ceux qui ont été félicités, tous ceux qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui ont reçu donc ces médailles-là. Nous les saluons et nous savons que l'État pensera évidemment à ceux qui continuent, même dans le secret, voilà, au-devant de tout, dans le secret, de travailler. Regardons maintenant ce qui se passe du côté du parc des expositions pour le tirage de la poule de la Côte d'Ivoire. On va s'appesantir sur la poule de la Côte d'Ivoire. Hein. Waouh, c'est chaud. Alors, bon non, c'est pas chaud, tout va bien. Alors, on a la Côte d'Ivoire, on a le Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Messieurs, réaction. Bon à prendre, Daouda? Ouais, c'est très bon à prendre, mais je vois que la belle famille est dans notre poule, c'est pas bien grave. Daouda, je sais. Je sais. C'est comme ça qu'il est. Je veux dire, avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et comment on appelle ça? La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est bon à prendre, mais aujourd'hui, je ne sais pas, tu te rappelles très bien quand on parlait du foot, aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes. On ne peut pas dire qu'il y a de petites équipes. Toutes les équipes aujourd'hui se valent sur le terrain. Peut-être que sur papier, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont au-dessus, mais c'est sur le terrain qu'on verra qui est véritablement bon ou pas bon. Wow. Herman. Moi, j'avais déjà dit, hein, peu importe celui qui est en face, on va gagner et puis on va avancer. Donc, qu'on ait tiré même le Maroc, enfin, ils sont chapeaux, donc on n'en a pas. Qu'on ait tiré les plus forts, on serait passé. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Élisée, vous pensez que dans cette poule-là, la Côte d'Ivoire et le Nigeria pourront sortir leur épingle du jeu? Il faut faire attention aux outsiders? Ben, comme l'a si bien dit Daouda, et je partage totalement son avis, sur le papier, et tenant compte du background et de l'historique des nations en matière de football sur le continent, on pourrait dire aisément que la Côte d'Ivoire se situe dans une poule plus ou moins favorable, avec le Nigeria en seconde position et puis la Guinée équatoriale qu'on a déjà battue à plusieurs reprises à des compétitions de CAN et la Guinée-Bissau qui est en train de faire une révolution footballistique à son niveau, mais qui continue quand même de rester une équipe à la portée de la sélection ivoirienne. Je pense que c'est un tirage qui, à mon sens, est favorable pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui devraient logiquement se sortir de cette poule-là. Maintenant, comme le disait Daouda aussi, et ce que je partage totalement, le football, c'est la réalité des 90 minutes sur le rectangle vert. Voilà. Sur le papier, tu peux être favori, mais au finish, tu peux perdre. Donc, c'est la réalité, la combativité, la réalité des 90 minutes qui t'octroie le droit de continuer ou de t'arrêter. Mais en l'état actuel, on peut quand même regarder notre équipe. En l'état actuel des choses, est-ce que la Côte d'Ivoire, au vu des matchs
voilà, qui sont à leur actif, est-ce qu'on peut dire que notre équipe a les capacités de pouvoir faire la différence, cette équipe-là en l'état actuel? Elle ne peut pas faire la différence. Ah, Olysée, tout à l'heure, vous disiez... Non, je ne peux pas. En fait, c'est Herman qui dit que quel que soit ce qui arrive, ils vont gagner. Moi, je l'ai dit ici l'année passée, je le redis encore, je dis à tous les Ivoiriens, supportez les éléphants, cherchez de l'argent pendant cette CAN, faites du networking, mais ne soyez pas sûrs, parce que l'éléphant... Il ne faut jamais être rassuré avec eux. Est-ce que vous partagez le point de Daouda? Là, parce que ce qu'il dit, on a vu souvent lors des préparations à des événements pareils, les éléphants, avec notre leader qu'on sait de façon naturelle, l'éléphant et le loup, on a piétiné, mais lorsqu'on est arrivé dans les phases, là, on est allé loin. Donc, il ne faudrait pas se baser seulement sur les performances d'avant ces événements-là pour juger. Et je sais que les Ivoiriens, ils connaissent les Ivoiriens. Les éléphants, là, ils connaissent les Ivoiriens, donc ils savent quand le pays les appelle et surtout que c'est nous on reçoit. Et c'est pourquoi j'ai l'assurance qu'à chaque étape, ils vont nous faire plaisir. Très bien. On termine rapidement avec Sarah. C'est vrai que, bon, là, on ne parle pas du Maroc, mais juste un point. Est-ce que vous pensez que cette poule-là est bonne à prendre pour la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Et puis surtout, il ne faut pas perdre espoir, j'ai envie de te dire, Daouda, parce que regarde, le Maroc, personne n'aurait pu imaginer pendant la Coupe du Monde en 2022 le Maroc, un exemple. qu'on arrivera qu'on allait arriver en demi-finale. Non, mais c'était une belle surprise. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand on a regardé le premier match, on ne s'attendait pas du tout à arriver à ce niveau-là. Donc on peut espérer. Il faut espérer, il le faut, c'est super important, ça donne de la force à ton équipe. Tu es ivoirien. Moi, je suis ivoirien, je les soutiens, mais de loin. 100% derrière eux. En tout cas, le Maroc quand même est quand même un grand favori. Non, rapidement, parce qu'on a une vérité. Côte d'Ivoire, Nigeria, tu supportes quelle équipe? Qu'est-ce que ça veut dire? On demande, on a juste demandé, on veut savoir. Non, je ne réponds pas aux questions, c'est moi qui les pose ici. C'est qu'elle est une ressortissante ouest-africaine, c'est l'essentiel. Ça, c'est suffisant. Okay. Non, mais je suis sereine et je ne réagirai pas à la provocation, n'est-ce pas? Alors, messieurs, nous allons donc, et dames, nous avons un invité pour la chute de ce plateau, Monsieur Soumaïla Traoré, alias Jimmy Traoré. Vous êtes directeur Afrique de Orgaplan Event. Et avec vous, on parlera de boxe. C'est vrai qu'on est en pleine saison footballistique, c'est vrai. Mais la boxe comme un moyen d'insertion professionnelle. Et vous êtes promoteur du Choc des Titans. La 4e édition donc, du Choc des Titans, c'est un gala international de boxe et de compétition locale. La première question pour vous, avant de vous laisser aux bonnes mains, rassurez-vous, de notre plateau, pourquoi avoir initié Choc des Titans, in fine pour aider la jeunesse, pour la sortir de la drogue, ou il y avait d'autres choses? Derrière, bonjour d'abord à tous, merci de me donner cette opportunité. Je vous disais que ce projet, on l'a mis en place parce que c'est un projet d'exemplarité. C'est un projet qu'on a vécu. Nous sommes, après près de 25 ans, aujourd'hui à Paris. On a compris, on a vu un peu l'exemple des autres. On a vu les Mike Tyson, on a vu un peu l'école qu'ils ont construite derrière le sport. Donc c'est depuis ces exemples-là, il y a un jeune Ivoirien qu'on a coaché, Doumia Youssouf, qui était 2 fois, 3 fois champion intercontinental à Abidjan. Et de par son exemple, on a compris que derrière lui, il y a des Doumia Youssouf partout en Côte d'Ivoire. Et donc on a revu un peu le cas de Mike Tyson. On vu les États-Unis qui ont commencé à avoir les grands champions parce que derrière cette politique-là, les enfants des rues ont commencé à faire des rêves. Aujourd'hui, on parle d'immigration clandestine, tout ça, c'est parce que je suppose que le petit de Boaké, de Sokoura d'où je viens, n'a pas forcément de grand frère qui a vu réussir par ce canal-là. Donc c'est par ce projet-là que mes partenaires et moi, depuis 4 ans, on signe la Côte d'Ivoire, on essaie de porter le ring dans les communes, et puis voilà, on essaie de porter ce projet-là. Moi, ma question, elle est simple, parce que je sais que le père fondateur de la nation était un féru de boxe. Il adorait la boxe. Malheureusement, après son décès, la boxe a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Selon moi, bon, Fofo Boigny, père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait venir des Marie Konaté à Abidjan, des Diokalala. C'était vraiment contre Kilimanjaro. Contre Kilimanjaro, tout ça. Et on a vibré à cette époque, on était plus jeunes. Et moi, je pense que c'est du mécénat. C'est un esprit. D'abord, la boxe, c'est d'abord un esprit. C'est l'esprit guerrier que le président, peut-être Fouboigny, avait vu derrière, ce côté de sérieux, d'abnégation. Vous savez, un jeune Ivoirien aujourd'hui, un jeune de tout le monde, de tous les pays du monde, pardon, quand il se met à la boxe, il y a d'abord du respect, qui t'inculque comme valeur. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail derrière. Et derrière, c'est la défaite et le retour encore sur le ring. Donc moi, je pense que Fofo Boigny repose en paix. Il devait être un très grand boxeur. Herman. Comme pour ne pas vous revenir encore dessus, le premier ministre Samuel Bakayoko, perd son âme aussi. C'est un grand boxeur. boxeur. Il a reçu, perd son âme. Il était un très grand boxeur. Ce projet, il l'avait porté avec nous. Malheureusement, il n'est pas resté, mais ça continue. Comment est-ce que les différentes communes vont recevoir le choc des titans?
Qu'est-ce que vous avez prévu spécialement dans chaque commune? Dans chaque commune, c'est atypique. Hein. Chaque commune, on arrive, on lui porte son projet. Par exemple, on va à Boaké le 14, c'est samedi, là. À la maternité de Cocor, à Cocor. Aujourd'hui, on va ce 14. On a Ismaël Isaac, par exemple, qui est un ambassadeur d'immigration, qui a un morceau qui parle aux enfants de Lampedusa, tout ça, et qui va venir à Boaké, qui va venir expliquer aux enfants qu'à Abidjan, ils peuvent rester pour devenir des champions. D'abord, il y a ça. Et on a un projet d'abord de médical. Tous les matins, à 7 h du matin, à jeun, on appelle nos parents, qui ont le diabète, qui est un tueur silencieux, qui sévit dans nos communes. Malheureusement, ils ne sont pas trop informés. On fait un dépistage gratuit du diabète. Et après ça, on essaie d'animer la commune et le show. Et donc, il y a une œuvre caritative, en fait. Voilà. Et puis après, avec la commune, on répertorie d'abord les clubs de boxe. On ne parle pas dans la rue. Hein. On parle des jeunes qui appartiennent à des clubs de boxe, qui sont inscrits, qui sont pesés, qui sont contrôlés médicalement et s'affrontent. Et les meilleurs, on les ramène encore à Abidjan chaque fin de décembre pour les valoriser. Très bien, Sarah. Oui, vu le travail quand même important que vous faites pour l'insertion des jeunes, la promotion de la jeunesse, etc., est-ce que vous avez le soutien et l'appui du ministère des Sports ou celui de l'insertion des jeunes professionnels, de la jeunesse? Oui, grand ministère devant l'Éternel, monsieur le ministre Amadou Touré nous a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce ministère est en train de nous accompagner ces jeunes-là. Il nous a accompagnés, on était avec lui à Daloa, parce qu'on vient de la commune de Daloa pour porter encore le ring là-bas il y a encore 3 semaines. Aujourd'hui, le ministère des Sports, qui est notre ministère de tutelle, nous accompagne. Même encore plus, la primature aujourd'hui, tout le Gotha est en train de se mouvoir pour comprendre que c'est venu difficilement. Hein. Mais aujourd'hui, en 4 éditions, on commence à s'installer. Le projet commence à... Et juste la date de compétition finale. Le 14, la finale, c'est le 16 décembre au Palais des Sports de Treichville. D'accord. Je vous invite personnellement. Merci beaucoup. Voilà, passez sur le plateau, vous pouvez les inviter. On essaie. Non, mais comme j'ai senti que c'est le projet, lui... Non, en fait, c'est sous-entendu que nous, on est bien invités d'office. Merci, Élisée, de se allez-y, vous avez la parole, Élisée. Voilà, là, nous sommes à la 4e édition du Choc des Titans. Quelle sera la particularité de cette 4e édition? Parce que l'édition précédente, il y avait aussi ces œuvres caritatives. Mais qu'est-ce qui marquera vraiment, je dirais, la spécificité de cette 4e édition? À Boaké, avec les structures qui nous accompagnent aujourd'hui, l'emploi jeune, le ministère de la Jeunesse, comme je vous ai dit, on veut vraiment, à partir de Boaké, suivre ces enfants-là, avec le ministère de l'emploi jeune, leur trouver de la formation, leur trouver une visibilité, leur trouver une exemplarité. Vous savez, la Côte d'Ivoire part aux Jeux Olympiques, là, 2024 à Paris. Oui. Malheureusement, à ce jour, on n'a aucun boxeur qualifié. Vous trouvez ça normal? Ils sont partout, à Sokoro, à Boaké, à Koko, à Bobo, parce qu'il manque, je pense, un encadrement. Avec le ministère de l'Emploi jeune, on a cette vision-là. Avec le ministère des Transports aussi à Boaké, on est en train de voir derrière. Vous savez, vous imaginez, par exemple, dans les catégories qui se présentent à nous, il y a des gens qui ont un minimum. J'ai peut-être un petit de Boaké l'année dernière qui avait un bac plus 4. Mais vous parlez de faire tout ça, mais qu'est-ce que vous mettez en place avec la fédération? Parce qu'à la limite, je me demande finalement, que fait la fédération? Votre relation avec la fédération? C'est vrai que c'est sous le gîte de la fédération, mais que fait la fédération? Monsieur, c'est une très bonne question. Nous sommes à 4 éditions, nous sommes à plusieurs passages sur vos antennes. La fédération, elle existe. Elle existe. Pour ne pas faire de polémiques, nous sommes sur la rigide, ils sont encore sous mandat. Je pense qu'il y a une élection en décembre. À partir de ce moment, on va dire des choses, mais aujourd'hui, on estime, on respecte le travail, on travaille en bonne intelligence. Voilà, on va rester professionnel. Alors, tous ces jeunes que vous suivez, il y en a forcément qui vont être réinsérés, mais est-ce qu'il y en a, il y a des talents qui peuvent représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un circuit prévu si toutefois vous partez à Cocor, place de la maternité, si vous décelez quelqu'un qui a ça en lui, est-ce qu'il y a un suivi prévu pour le rendre international? Comme je vous ai dit, l'année dernière, en décembre, le projet qu'on a porté au Palais des Sports de Treichville, le champion en poids moyen est aujourd'hui le champion de France. Très bien. J'espère qu'il n'est pas devenu français. Il est devenu français. Non. Pourquoi honnêtement? Il est devenu français. Honnêtement. Donne-nous la formule pour servir. Voilà, parce que, comme je vous dis, il est devenu français dans la forme. Il est présenté aujourd'hui pour les Jeux Olympiques pour la Côte d'Ivoire. Il ira en Italie défendre le drapeau ivoirien. Je vous dis français pour taquiner. Il est purement ivoirien. C'est un petit Bassam. Il sera en Italie pour présenter la Côte d'Ivoire, pour forcément essayer de revenir à Paris pour défendre, pour nous ramener une médaille d'or. Là, vous avez voulu plaisanter, mais c'est un vrai hypercute que vous nous avez dit. Ah non, mais c'est ça la boxe. Hein. Très bien. Alors, pour terminer, que retenir? Retenir que Boaké, cette grande ville, cette commune mythique nous attend le 14 avec ses autorités.
Le ministre des Transports, Amadou Koné, nous a mis tout en œuvre pour qu'on soit là-bas. On est le maire d'ailleurs. Le maire, aujourd'hui, nous dit que le nouveau visage de Bouaké doit être celui de la boxe, celui de la vision, du sport, du travail, de l'abnégation. Le premier conseil régional, le grand frère Soré Konan Jacques aussi nous a ouvert ses portes. Aujourd'hui, Bouaké est en train de bander, Bouaké est en train de vibrer. Bouaké attend le choc des titans. Très bien. Il se met les actes, tout le monde a pris la route. Je pense que derrière cette aventure, Bouaké entendra des choses et on sortira les champions et les titans qui, demain, pourquoi pas, devront les Mike Tyson représenteront la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu, Monsieur Soumaïla Traoré, alias Jimmy Traoré, directeur Afrique de Orgaplan Event, la boxe, un moyen d'insertion professionnelle. Merci beaucoup. Messieurs, rapidement, réaction sur les groupes, parce que les tirages ont été faits. Alors, on y va, Daouda, rapidement. Je vais parler du groupe F. Le groupe du Maroc. Comment ça? Oui, du Maroc. Le Maroc hérite de la RDC, la Zambie, la Tanzanie. Le groupe E, la Tunisie, est avec la Namibie, l'Afrique du Sud et le Mali. Le groupe D, l'Algérie hérite du Burkina, la Mauritanie et l'Angola. Le groupe C, le Sénégal hérite du groupe de nos beaux-parents, les Camerounais, la Guinée et la Gambie. Voilà. Maintenant, la Mozambique, le groupe B, Mozambique, Cap-Vert, Ghana. Wow. Je pense qu'il y a une équipe qui manque, ce n'est pas totalement fini. C'est toujours. Groupe B, Égypte, voilà. Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Voilà. Alors, messieurs, réaction sur les groupes rapidement. Les groupes les plus serrés, vous pensez, à part... Est-ce qu'il y a un groupe qui est serré ou enfin tout est jouable? Tout est jouable en fait en termes de football. Regardez le groupe C par exemple. Le groupe E. Le groupe Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et puis Namibie. On sait que le Mali, l'Afrique du Sud, la Tunisie, c'est quand même des Élysée. Pour moi, le groupe C, avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. La Gambie, qui est actuellement au niveau de l'évolution au football africain, elle fait partie des pôles aujourd'hui. Oui. En tout cas, je pense que c'est une poule très dense, en tout cas, cette poule-là. Je pense même que celui qui sortira de cette poule-là pourra jouer le carré d'as. Moi, je pense que la poule la plus difficile pour moi, c'est la poule A. Avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale et Nigeria. Non, ce n'est pas sérieux là. Franchement, je n'ai pas confiance au pachyderme. Je suis ivoirien, j'adore la Côte d'Ivoire. Je transpire la Côte d'Ivoire. Mais les éléphants ne me rassurent pas. Il faut le dire clairement aux Ivoiriens. Ils ne me rassurent pas. On ne peut pas aussi partir, avec la peur au ventre. Il faut avoir de l'espoir. C'est en fonction de tout ce que j'ai pu constater. Voilà. Est toujours dans sa même logique. Ici, il n'a pas soutenu... Je vais pas répéter. Alors, dis-le. En fait, tu sens que finalement, tu voulais mentir à l'antenne. Mais il n'y a rien. Alors, c'est un fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut fermer. S'il vous plaît, on ferme. Nos prières, en tout cas, accompagnent les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis aussi nos bisous au Maroc, n'est-ce pas, Sarah? On rappelle que le groupe de la Côte d'Ivoire, le groupe A, comprend donc la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Et puis, comme disait quelqu'un à l'édito raciste, les groupes de la mort, le groupe C et D, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie, Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola. Il faut commencer déjà à se préparer, à prêter vos t-shirts, orange, blanc, vert, vos maillots, parce qu'on se retrouvera au stade pour les soutenir, n'est-ce pas, Daouda? Mais je tiens à te dire quelque chose qui est très important. Non, c'est très rapidement. Oui. La CAN de l'hospitalité, ce sera la plus belle CAN. Parce que vous avez vu l'arrivée du Maroc hier? Parce que tous les pays qui viendront d'Afrique, ils ne se sentiront pas à l'étranger. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration et c'est une terre d'hospitalité qui accueille tout le monde entier. Voilà. Merci. On a envie même d'avoir la CAN dès demain. Là. Alors, on se dit oui. On va profiter aussi pour projeter le match de la CAN sur le plateau du Choc des Titans à Bouaké. En direct, sur les écrans géants, pour que toute la commune, tout le monde vive d'abord. Après, on va attaquer la boxe. D'accord, ça marche. C'est normal. Alors, match amical, samedi, Côte d'Ivoire-Maroc. Voilà, très bien. On se retrouve donc demain, on va disséquer encore d'autres actualités, surtout par rapport à l'intervention de M. Motsepe, président de la CAF, sur Ebimpe qui rassure, n'est-ce pas, messieurs, pas de commentaires, on en parle demain. Toutes les équipes, M. Jean-Yangoua, pour vous dire merci. Nous saluons donc les équipes rédactionnelles, Maï, Rassis et tout l'édito, et les équipes techniques, Eliane Lago. Merci à tous ceux-là, les cadreurs, enfin à toute la team. Merci beaucoup, on vous embrasse. Daouda, Sarah, Herman, Élisée et enfin un gros bisou à André Bois qui nous retrouvera demain. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.